on va tester un nouveau produit chimique. Ce mélange d'hydrocarbures devrait faire de toi une étrangère. En Amérique du Sud, chaque colonie de fourmis d'Argentine a sa propre odeur, un mince film d'hydrocarbures qui recouvre leur corps. Ainsi, elles savent instantanément qui fait partie des leurs et qui est une étrangère, et elles se précipitent au combat. En Californie, c'est différent. Des millions d'individus forment une super colonie. Le biologiste Neil Tsutsui a décidé de perturber cette paix fragile. Il a déposé un peu d'hydrocarbures sur une fourmi et soudain, elle a cessé d'être des leurs. Ses compagnes ont senti l'intruse et elles l'ont mise en pièces. S'en prendre à ses amis permet d'effrayer le reste du monde. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Pour comprendre pourquoi on force des fourmis à se battre à mort, il faut savoir quel mal elles peuvent causer. Les fourmis d'Argentine sont l'espèce invasive la plus dangereuse que j'ai étudiée dans le cadre de mon travail. Elles sont arrivées aux États-Unis dans les années 1890 via des cargos qui accostaient en Louisiane. En 1920, elles s'étaient déjà répandues dans tout le sud du pays. Et quand ces fourmis prennent le contrôle d'une zone, les espèces locales disparaissent, presque complètement. Je me souviens de la première fois où j'ai vu une carte montrant comment ces insectes s'étaient répandus en Californie. La colonie s'étendait de San Diego jusqu'à Ukiah. Imaginez ça, des millions de nids mal délimités, tous se mélangeant et formant une super colonie géante. Aujourd'hui, c'est les fourmis les plus communes de Californie. Elles sont minuscules, seulement 3 mm de long, mais impossibles à éliminer. Leur nombre, leur coordination et l'absence de prédateurs rendent la lutte désespérée. En Amérique du Sud, c'est une autre histoire. Là-bas, ces fourmis vivent en petites colonies et elles se battent entre elles, ce qui limite leur progression. Mais en Californie, la situation est unique. Toutes les populations proviennent d'un même groupe. Génétiquement, elles sont apparentées. Elles n'ont aucune raison de se battre. Au lieu de former de nombreuses colonies, elles vivent en paix et en harmonie, formant une super colonie géante. Un système unique. Tu viens d'où? San Diego, et toi? San Francisco. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se battre? Super! Réjouissez-vous tant que vous pouvez, espèce de gerboise stupide. Les fourmis d'Argentine ont un impact négatif sur le lézard Phrynosoma coronatum et la musaraigne. Les deux dépendent des fourmis indigènes qui disparaissent quand arrivent les fourmis invasives. Cela dit, c'est encore les humains qui souffrent le plus. Les fourmis d'Argentine embêtent les fermiers car elles protègent littéralement les nuisibles. Bon sang, ces nuisibles me rendent fou. Partout où je vais, je les trouve. Au début, j'ai essayé de les combattre, puis j'ai compris. Les arrêter est impossible. Elles gardent les pucerons comme du bétail. Les pucerons dévorent les plantes, ils ruinent les récoltes, et les fourmis les protègent comme un mur. Tout ça à cause de cette substance collante et sucrée que sécrètent les pucerons. Les fourmis adorent ça, et elles défendent les pucerons jusqu'à la dernière goutte. Pour moi, c'est synonyme de champ malade et de récolte perdue. Tout mon dur labeur gâché. Le pire, c'est que les fourmis déplacent les pucerons. Elles les transportent vers les nouvelles pousses et les parterres frais, comme si elles essayaient délibérément de me casser les pieds. J'ai essayé de relâcher des guêpes parasites pour tuer les pucerons. Mais les fourmis les laissent pas faire. Elles assaillent les guêpes, elles les chassent, et le contrôle biologique a peu d'effet. Vous croyez que ça se limite à ça? Mais non, elles rongent les tuyaux et je dois sans cesse les remplacer. Elles entrent dans le poulailler, elles s'en prennent aux poussins et aux œufs, alors je dois construire de nouveaux enclos. J'achète des insecticides, je teste des mélanges, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Pah! Saleté, je les déteste. Les fourmis d'Argentine ne ménagent pas non plus les résidents urbains. Leurs super colonies s'installant sur les terres voisines pénètrent dans les maisons et endommagent, à peu près tout. Quand elles se sentent menacées, elles attaquent tout en même temps. Une fourmi, c'est pas grand-chose, mais quand il y en a des centaines, voire des milliers, les morsures se font sentir. Ces bestioles minuscules peuvent entrer dans les placards fermés et les bocaux scellés.
On en a même vu attaquer et tuer des animaux domestiques, lézards et oiseaux. En Californie du Sud, ces fourmis sont considérées comme le principal nuisible. Les entreprises de désinsectisation passent leur temps à les combattre. Mais c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Je fais de la désinsectisation et je vais être honnête, les fourmis d'Argentine sont un vrai cauchemar. Pulvériser de l'insecticide est inutile. La plupart des colonies sont en profondeur et les produits chimiques ne les atteignent pas. Le mieux, c'est encore les appâts empoisonnés, surtout dans les vignobles. Le problème, c'est qu'il en faut énormément. Avec les autres espèces, c'est plus facile. Il suffit de tuer la reine et la colonie meurt. Mais avec celle-là, c'est différent. Les fourmis d'Argentine ont des dizaines, voire des centaines de reines. On peut en éliminer quelques-unes, mais ça sert à rien, d'autres les remplacent aussitôt. Même si on arrive à nettoyer une zone, la victoire est de courte durée. Les colonies voisines investissent le terrain. Les nids sont connectés, nourriture et infos circulent librement, comme sur un réseau. C'est pourquoi elles se répandent si vite et reconquièrent les espaces nettoyés. Franchement, s'en débarrasser pour de bon est impossible. Bref, les pesticides ne les arrêtent pas. Les pièges non plus. Mais une solution a finalement été trouvée. Avec mes collègues, on sait depuis longtemps que dans la nature, les fourmis d'Argentine rencontrent des fourmis de feu importées, qui ont elles aussi été introduites aux États-Unis. Je voulais vérifier comment elles interagissent sur les territoires qu'elles ont capturés, alors j'ai mené des expériences de labo. Voici une boîte de pétri, une arène pour de petits affrontements. J'y mets quelques ouvrières et je regarde comment elles se battent, quelles tactiques elles utilisent, quel est leur niveau d'agressivité. Ensuite, je prends 2 contenants, chacun avec sa propre colonie. Je les relie avec un pont en papier. C'est là que les combats sérieux ont lieu. Les résultats sont passionnants. En combat individuel, une ouvrière fourmi de feu peut tuer plusieurs fourmis d'Argentine à la fois. Si elle est grosse, jusqu'à 10. En fait, les tueuses les plus efficaces sont les grosses ouvrières. Elles en éliminent bien plus que les petites ou les groupes mixtes. Mais les fourmis d'Argentine ont l'avantage du nombre. J'ai vu 1100 ouvrières venir à bout de 38 fourmis de feu. Les fourmis d'Argentine fondent sur les fourmis de feu par groupe de 6. Elles attrapent ses pattes et elles tirent dessus pour l'écarteler. Ça explique en partie comment ces fourmis minuscules ont pu prendre le contrôle de vastes zones. Une colonie de 450 fourmis de feu peut résister un moment. Elles bloquent les entrées du nid, elles se défendent, mais au 13e jour, elles finissent par perdre. À nombre égal, c'est autre chose. Une colonie de 1100 fourmis de feu prend le contrôle du pont, envahit le nid des fourmis d'Argentine, tue les reines et anéantit la couvée. J'observe ces escarmouches pendant les 8 premières heures, puis toutes les 24 heures et à différents moments de la journée. Je collecte et je compte les fourmis mortes après chaque affrontement majeur. Les fourmis de feu sont arrivées aux États-Unis dans les années 1930 et elles ont rapidement commencé à repousser les fourmis d'Argentine. Aujourd'hui, dans le sud-est et une grande partie du sud du pays, la propagation de ces dernières est limitée par ses ennemies ardentes. En Californie, il y a peu de fourmis de feu, c'est pourquoi les fourmis d'Argentine prospèrent. Les chercheurs pensent que les fourmis de feu ont chassé les fourmis d'Argentine du sud-est des États-Unis. Des études menées près de Mobile en Alabama, où il y avait autrefois de nombreuses fourmis d'Argentine, n'ont trouvé aucune colonie. Les fourmis de feu ont pris leur place. Une situation similaire a été observée à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Dans leur patrie, en Amérique du Sud, ces deux espèces sont constamment en conflit, et les fourmis de feu l'emportent 80% du temps. La solution semble aller de soi, faire s'affronter les fourmis de feu et les fourmis d'Argentine. Peut-être même larguer des fourmis de feu sur les colonies, comme on le fait avec les mouches. Les fourmis d'Argentine disparaîtront sans doute. Mais il y a un problème, les fourmis de feu sont tout aussi invasives et dangereuses. Échanger une fourmi dangereuse contre une autre est bien trop risqué. Les chercheurs ont donc cherché autre chose, et ils ont trouvé. Nous, chimistes et biologistes de l'université d'Irvine, étudions les fourmis d'Argentine d'une supercolonie de Californie. Elles sont étroitement connectées, elles ont des signaux de reconnaissance similaires, et elles s'entendent bien. On a cherché à déclencher une querelle entre les différentes colonies. On a ainsi appris la chose suivante. De minuscules changements dans la composition chimique des exosquelettes de fourmis apparentées peuvent les transformer en ennemis mortels. On a réussi à créer une version modifiée d'une de ces substances qui leur servent à se reconnaître.
Quand on l'applique sur des fourmis d'Argentine, leurs compagnes de nid se mettent à les attaquer. En modifiant la composition chimique de leur exosquelette, on peut mettre fin à leur comportement coopératif et déclencher des guerres civiles. Ainsi, même une supercolonie stable et comportant plusieurs reines peut s'effondrer de l'intérieur. Si cette approche marche, on pourra contrôler ces nuisibles plus efficacement. De multiples façons. La première méthode qu'on a essayée est la suivante. Répandre un appât recouvert de cette substance. Si une fourmi le touche et retourne à la colonie, ses compagnes la tuent aussitôt. On n'a étudié que la fourmi d'Argentine, mais ça fonctionnera sans doute avec d'autres insectes qui utilisent des signaux chimiques pour se reconnaître. Des combattantes furieuses s'affrontent. La violence est inimaginable. La bataille s'étend à perte de vue. Des dizaines de milliers de soldats chargent. Chaque fourmi est prête à mourir et pas question de reculer. Les affrontements sont brefs et impitoyables. C'est ce qui arriverait si on pulvérisait ces substances sur une supercolonie en Californie. Elles se diviseraient soudain en centaines de milliers de petites colonies qui se battraient entre elles. La fourmi d'Argentine s'y connaît en combat contre d'autres insectes. Cette espèce est l'une des plus agressives et territoriales qui soit. D'abord, les fourmis se touchent de leurs antennes, s'attendant à reconnaître une alliée. Mais le signal les perturbe et elles prennent une posture menaçante. Elles dressent leurs mandibules. Un instant plus tard, elles s'empoignent, elles se mordent et elles tirent jusqu'à ce que la carapace de chitine craque. L'une d'elles essaie de clouer sa rivale au sol, mais l'autre se libère et mord sa patte. Le combat dure moins d'1 minute. La perdante gît immobile et la gagnante se précipite déjà vers sa prochaine adversaire. La guerre change d'échelle. Des centaines de minuscules soldats s'affrontent sur un petit bout de terrain, tirant, déchirant, mordant. L'avantage des fourmis d'Argentine, leur colonie énorme et leur solidarité, s'est transformé en malédiction. Plus il y a de combattantes, plus la guerre dure. C'est tous contre tous. En fait, ça ressemble aux guerres humaines, mais les fourmis n'ont pas de dirigeants. Les reines produisent une descendance, mais elles ne dirigent pas d'armée. Les décisions sont prises par les ouvrières, même si individuellement elles en savent très peu. Mais de leur union naît un général invisible. On appelle ça l'intelligence distribuée. Et elle pousse des milliers d'insectes à leur mort. Tout comme les humains, les fourmis d'Argentine disposent d'armes chimiques. Dans le feu du combat, elles replient leur abdomen et le pressent contre le corps de l'ennemi. Une dose de substance toxique frappe l'adversaire. Ça le brûle, le désoriente et le fait se débattre. Ces mêmes substances agissent comme un signal d'alarme. L'odeur fait venir des renforts, d'autres fourmis, qui se précipitent au combat. En fait, tout ça ne date pas d'hier. Les fourmis d'Argentine sont en guerre depuis des dizaines d'années. Chaque mois, des millions d'individus meurent le long des frontières des colonies autour de San Diego. 4 supercolonies s'y affrontent, à 3 contre 1. Et tout indique que ces conflits ont lieu depuis que l'espèce est arrivée en Californie il y a plus de 100 ans. Les ouvrières sont constamment remplacées. Elles sont petites, elles vivent pas longtemps, mais leurs nombres sont reconstitués grâce à la production continue de nouvelles ouvrières et de nouvelles reines. On peut comparer ça à d'autres animaux et même aux humains. Chez beaucoup d'espèces, après un long affrontement, il se produit ce qu'on appelle l'effet très cher ennemi. Les voisins reconnaissent les frontières, les pertes diminuent, une zone neutre apparaît et les combats s'apaisent. Mais chez les fourmis d'Argentine, c'est une autre histoire. Dans leur plaine natale, des inondations régulières forcent les colonies à se déplacer en hauteur. Les frontières sont emportées et quand l'eau recule, les combats reprennent. C'est pourquoi leurs guerres sont sans fin. Ces guerres sont basées sur la chimie et les odeurs. Et puisqu'il est impossible pour les fourmis de changer d'odeur, aucune guerre ne peut se terminer par une simple prise de contrôle. Les fourmis ne peuvent pas changer de camp, car leur colonie a perdu. À de rares exceptions près, chaque ouvrière demeure dans sa colonie d'origine jusqu'à sa mort. Bref, il ne suffit pas de tuer une reine pour que ses sujets rejoignent la reine ennemie. Les gagnantes éliminent simplement les perdantes et ainsi de suite sur tout le territoire, ce qui réduit graduellement la population de fourmis. C'est alors que les humains doivent intervenir. Jusqu'à présent, éliminer les fourmis d'Argentine était impossible, car elles formaient une énorme supercolonie. Mais si elle était brisée en des colonies plus petites, les choses seraient bien différentes.
beaucoup de fourmis mourraient au cours d'affrontements, et le problème qui nous empêchait de les contrôler serait résolu. Enfin, cette espèce invasive pourrait être maîtrisée. Cependant, il faut noter que l'étude montrant qu'il est possible de faire se battre les fourmis entre elles date de 2006. Et cette méthode n'a jamais été appliquée. Ça n'a pas dépassé le stade théorique. En fait, les recherches ultérieures sont sans doute allées dans une autre direction. On a commencé à utiliser les phéromones pour perturber les pistes que suivent les fourmis. On a découvert qu'elles évitaient les zones où on en pulvérisait. De plus, on a développé des appâts à phéromones qui réduisent l'activité des fourmis de 74% en 4 semaines. En comparaison, les appâts sans phéromones n'ont réduit l'activité que de 42% sur la même période. Grâce aux phéromones, les appâts sont plus attractifs pour les fourmis. Pour comprendre leur efficacité, il vous suffit de penser à l'odeur de votre nourriture préférée. Quand vous la sentez, elle vous attire aussitôt, c'est difficile d'y résister. C'est pareil pour les fourmis. Ainsi, après 2006, on a continué à étudier les phéromones et le meilleur moyen de s'en servir. Mais on a étudié d'autres aspects au lieu de pousser les fourmis à se battre entre elles. En fait, ça s'est avéré tout aussi efficace. Vous me devez un like. À plus.